Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos deux chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. Rien n'arrêtera le mouvement de la reconnaissance d'un État palestinien. Dans un long message publié sur le réseau X ce mardi 2 septembre, Emmanuel Macron a prévenu Israël qu'aucune offensive, tentative d'annexion et de déplacement des populations n'enrayera la dynamique que nous avons créée avec le prince héritier et à laquelle de nombreux partenaires se sont déjà joints. Une mise en garde qui survient après les révélations de plusieurs médias israéliens selon lesquels le gouvernement de Benyamin Netanyahou envisagerait d'annexer des territoires en Cisjordanie occupée par Israël depuis 1967 en représailles de la reconnaissance de la Palestine. Le chef de l'État français a par ailleurs rappelé qu'il présidera le 22 septembre prochain avec le prince saoudien une conférence au siège de l'Organisation des Nations Unies à New York sur la solution à deux États, au cours de laquelle Paris doit formaliser, de concert avec plusieurs autres pays, sa reconnaissance de l'État de Palestine. À quoi va ressembler cet État palestinien? On trouve un début de réponse dans la déclaration de New York du 29 juillet 2025 sur le règlement pacifique de la question de Palestine et la mise en œuvre de la solution des deux États. Le texte soutient, je cite, la création d'un État de Palestine souverain et économiquement viable, vivant côte à côte, en paix et en sécurité avec Israël. Et qu'est-ce que ça veut dire plus concrètement? Dans un article très remarqué intitulé « Palestine, à New York, la subversion du droit international » à retrouver sur le site d'Orient 21, Raphaël Maison, agrégé des facultés de droit et professeur de droit public, voit dans la déclaration de New York un plan de la reconnaissance d'un État palestinien qui pourrait sceller l'abandon du droit international concernant la Palestine. Se dirige-t-on vers un État palestinien sans État ? Vers un État fantoche qui viendrait uniquement assurer la sécurité d'Israël? Et quid de l'arrêt du génocide et de la fin de l'occupation par Israël du territoire palestinien, y compris de Gaza, tel que rappelé par la Cour internationale de justice en 2024? Nous tenterons de répondre à ces questions avec Raphaël Maison, agrégé des facultés de droit et professeur de droit international public à l'Université Paris-Saclay. Benjamin Fiorini, maître de conférences en droit pénal et directeur de l'Institut d'études judiciaires de l'Université Paris 8, est également avec nous par le biais de la visioconférence. Il est par ailleurs secrétaire général de Jurdi, l'association qui réunit des juristes pour le respect du droit international. Bonjour Raphaël. Bonjour Nadia. Bonjour Benjamin. Bonjour Nadia. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est très important pour nous de comprendre ce qui va se passer lors de la prochaine réunion de l'Assemblée générale de l'ONU à New York du 9 au 23 septembre 2025. Avant toute chose, on aimerait comprendre les enjeux et la portée juridique de la reconnaissance d'un État palestinien. La Palestine est déjà reconnue par 148 États et considérée comme un État non membre de l'ONU depuis 2012, quelles sont les conséquences concrètes de la décision française? Qu'est-ce qui va changer? Raphaël Maison. Alors, dans ce petit article que vous avez évoqué pour Orient 21, que je remercie de me permettre de publier, j'ai voulu alerter un peu sur cette espèce de leurre de la reconnaissance de la Palestine face au génocide en cours à Gaza, puisque nous sommes toujours les témoins effarés, je dirais, de la longue torture du peuple palestinien de Gaza. Donc, alerter sur ce leurre de la reconnaissance et sur le possible enterrement, finalement, du droit international qui a été rappelé l'année dernière, en 2024, qui pourrait survenir lors de la prochaine Assemblée générale de l'ONU, puisque, si vous voulez, il y a eu des événements diplomatiques importants cet été qui n'ont pas été nécessairement très suivis, mais nous avons eu une conférence à New York, une conférence internationale à New York qui rassemblait près de 150 États sous la présidence de l'Arabie saoudite et de la France. Et cette conférence, qui a été lancée finalement par l'Assemblée générale des Nations unies, a formulé une déclaration. Alors ça s'intitule « Déclaration », vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure, « Déclaration sur le règlement pacifique de la question de Palestine et la mise en œuvre de la solution des deux États ». Ce document a déjà été approuvé par un certain nombre d'États, 15 États, ainsi que la Ligue arabe, l'Union européenne, et les présidents de la conférence, donc l'Arabie saoudite et la France, ont invité tous les États à se rallier à cette déclaration.
Et moi, je dois dire que vos auditeurs pourront trouver ce texte de la déclaration de New York et de l'appel de New York sur le site notamment du ministère des Affaires étrangères français. Les présidents donc, de cette conférence sont appelés finalement, tous les États membres de l'ONU, à se rallier à cette déclaration. Je voudrais vraiment alerter sur ce qui peut se passer à New York, puisque cette déclaration, que cherche-t-elle à faire? Eh bien, il s'agit de proposer les termes d'un nouvel accord de paix qui devrait être négocié entre Palestine et Israël, deux acteurs dont les pouvoirs sont très variés, évidemment, sous le regard international. Donc ce serait une négociation qui est envisagée, mais qui devrait aboutir à retenir les principes avancés dans la déclaration. Alors, précisément, quels sont ces principes? Qu'est-ce qu'on nous dit dans cette déclaration de New York? Eh bien, on nous dit qu'il s'agirait de créer donc un État palestinien sur le territoire occupé par Israël, mais un État qui ne serait soutenu que sur la base des garanties qui ont été données par le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, ou qui ont été exigées du président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Alors, quelles sont ces garanties? Il faut que ce soit, pour être soutenu par la communauté internationale, il faudrait qu'il s'agisse d'un État démilitarisé, ça c'est le point central, un État démilitarisé, avec des armements préalables du Hamas qui est censé rendre ses armes à l'autorité palestinienne, premier point, donc un État démilitarisé. D'autre part, un État politiquement contraint, puisque dans la déclaration, il est expliqué que des élections devraient être organisées après un cessez-le-feu, mais ne pourraient participer à ces élections, s'agissant des Palestiniens, que les partis s'alignant sur les engagements, je cite, sur les engagements internationaux de l'OLP. Donc ça restreint évidemment les possibilités de participation démocratique. Il s'agirait aussi d'un État économiquement contraint, puisque... Ça voudrait dire, pardon Raphaël Maison, que le Hamas est exclu. Que les partis qui ne sont pas alignés sur les engagements internationaux de l'OLP, alors c'est un peu flou, mais on peut imaginer qu'un certain nombre de mouvements palestiniens seraient exclus des élections, ce qui permettrait d'avoir des résultats non problématiques, contrairement à ce qui a été évalué en 2006, c'est-à-dire que les États occidentaux n'étaient pas très satisfaits du résultat des élections de 2006. Donc non problématique, mais antidémocratique. En un sens, oui, on peut le dire. Un État qui serait également économiquement contraint, puisque dans la déclaration, il nous est dit que cet État serait soutenu dès lors qu'il accepterait un programme économique de nature très libérale, donc n'a pas véritablement de choix souverain sur les politiques économiques. Un État aussi qui verrait, ça s'accompagnerait aussi, il faut le signaler, de la disparition de l'UNRWA, donc l'Agence des Nations Unies pour la protection des réfugiés dans les territoires dont il s'agirait, donc disparition de l'UNRWA. Dès lors, nous dit-on que la question du droit au retour aura été traitée, et cette question du droit au retour des réfugiés serait traitée dans un cadre régional, donc ne serait pas du tout à la disposition de cet État. Et puis, dernier point, un État qui, pour être soutenu par la communauté internationale, devrait s'engager dans des accords de sécurité au bénéfice d'Israël. Donc là, si vous voulez, c'est clairement le prolongement de la coopération sécuritaire d'Oslo. Donc, dans cette déclaration de New York, je dirais qu'il ne s'agit pas de soutenir un État souverain, exprimant ce qui est pourtant exigé de la Cour internationale de justice, exprimant le droit à l'autodétermination comme norme fondamentale, le droit à l'autodétermination politique et économique du peuple palestinien. Il s'agit de soutenir un État qui serait un État diminué, une sorte, comme vous l'avez dit, d'État fantoche, qui serait finalement construit d'abord pour assurer la sécurité d'Israël et contrôler en quelque sorte une population captive. À New York, on a aussi un autre document par-delà cette déclaration à laquelle les États sont censés se rallier lors de l'Assemblée générale. Nous avons aussi un appel de New York, et là, ce ne sont que les États occidentaux, sauf les États-Unis, mais 15 États occidentaux qui ont lancé cet appel de New York. Alors on se dit un appel de New York, très bien, c'est un appel pour reconnaître la Palestine de la part des États qui ne l'ont pas encore reconnue, mais en fait, quand on lit bien le texte, qui est assez bref, une page, il s'agit essentiellement d'un appel à reconnaître Israël
pour les États qui ne l'ont pas encore fait. C'est un appel à la normalisation, c'est un appel à entretenir des relations normales avec Israël pour les États qui ne sont pas encore engagés dans ce type de normalisation. Alors même que des relations normales, ça pose évidemment problème, puisque l'année dernière, la Cour interstitielle de justice, puis l'Assemblée générale, en septembre 2024, a clairement insisté sur la nécessité d'adopter des mesures contre Israël, des sanctions contre Israël pour forcer cet État à se retirer du territoire palestinien occupé. Donc moi, je voudrais alerter sur ces principes de règlement qui pourraient être adoptés à l'Assemblée générale. Si les États se rallient à la déclaration de New York, je pense que c'est extrêmement dangereux parce que ça met à bas les principes de droit qui ont été rappelés par l'Assemblée générale elle-même en septembre 2024, qui affirmait la responsabilité d'Israël. Et ceci se présente sous couvert d'une aide à la Palestine, mais par la reconnaissance, comme je viens d'essayer de l'expliquer, d'un État diminué, et aussi par le déni du droit à la résistance face à l'occupation et face au génocide. Alors, il faut aussi signaler que dans ces textes diplomatiques, il n'y a aucune réaction au génocide de Gaza. Le mot de génocide n'apparaît ni dans la déclaration, ni dans l'appel de New York. C'est d'ailleurs tout à fait logique parce que ce serait impossible de ressusciter le processus d'Oslo, comme c'est quand même un peu le projet face à un État génocidaire, ou de condamner, ce qui est aussi fait, la lutte armée face à un génocide. Donc il faut faire disparaître le terme et il faut faire aussi disparaître les sanctions que les États sont tenus d'adopter contre Israël. Alors on voit dans l'appel de New York des 15 États occidentaux que la responsabilité de ce qui se passe à Gaza est encore rapportée au 7 octobre. Les États condamnent comme antisémite l'attaque du 7 octobre, c'est-à-dire qu'ils reprennent le récit, le discours israélien. S'agissant de ce qui se passe à Gaza depuis le 7 octobre, eh bien, les États occidentaux, ces 15 États occidentaux, ne font qu'exprimer finalement, je cite, une vive préoccupation pour le nombre élevé de victimes civiles. Mais par contre, on impute la responsabilité de ce nombre élevé de victimes civiles à personne, finalement. Donc c'est en quelque sorte la condamnation de la lutte armée palestinienne dans cet appel de New York et la proclamation de l'innocence d'Israël. Et ceci est tout à fait, dernier peut-être point, puis ensuite je reviendrai sur ce qui avait été dit l'année dernière et pourquoi c'est un contraste majeur avec ce qui a été dit l'année dernière. Ce que je viens d'évoquer est tout à fait exprimé par le président Macron dans la lettre qu'il a adressée au Premier ministre Netanyahou le 26 août, je crois, 2025, puisque cette lettre montre bien, elle est tout à fait extraordinaire, d'ailleurs on pourrait la commenter longuement, elle montre bien qu'il s'agit... Le président Macron nous dit qu'il s'agit d'aider un ami à s'extraire finalement d'une image d'indignité liée au conflit à Gaza, mais d'une indignité qui finalement résulte de l'action du Hamas. Je lis la déclaration, enfin la lettre de Macron. Le groupe terroriste poursuit ce qu'il a constamment fait ces 2 dernières années, blesser l'âme juive au plus profond. Ce faisant, nous offensons tous à vos côtés. Il parle au Premier ministre israélien, prolonger le calvaire des otages et des familles et maintenir le peuple de Gaza dans une souffrance inouïe. C'est donc le Hamas qui maintient le peuple de Gaza dans une souffrance inouïe. En agissant ainsi, poursuit-il, il cherche également à vous pousser à prendre des décisions irréversibles qui ne serviront que sa survie et son emprise idéologique. Alors là, ça c'est le discours du président français. On voit bien qu'il a déjà été relayé par certains intellectuels. Je pense à la tribune très contestée de M. Filiu dans Le Monde, qui impute la responsabilité finalement de l'extermination des Palestiniens aux Palestiniens eux-mêmes. C'est évidemment extrêmement problématique, on pourra y revenir. Et dernier point, dans la lettre de Macron, du président Macron, pardon, il s'agit aussi, nous dit-il, alors là j'étais vraiment stupéfaite, en acceptant le processus de New York, puisqu'il cherche à convaincre le Premier ministre d'accepter le processus de New York, Israël, je cite, aurait l'opportunité de transformer les gains militaires obtenus sur les terrains régionaux en victoires politiques. Donc les gains militaires seraient transformés en victoires politiques. De quels gains militaires parle-t-on ?
on parle quand même de l'attaque, de l'agression du Liban, de l'annexion de certaines parties de la Syrie et de l'agression de l'Iran. C'est quand même absolument stupéfiant. Donc je crois qu'il ne faut pas se tromper sur les intentions de ces deux présidents de la conférence internationale. Ce qui est proposé, évidemment, ce n'est pas la reconnaissance de l'annexion, ce n'est pas non plus la validation du génocide, ça ce n'était pas possible, mais ce qui est proposé, c'est la poursuite d'Oslo, c'est-à-dire un État palestinien complètement diminué, et surtout l'omission, je dirais, la fin de ce qui a été dit l'année dernière, c'est-à-dire la responsabilité d'Israël pour l'occupation illicite et le génocide. C'est-à-dire qu'il n'est plus question, dans la déclaration de New York, de sanctions contre Israël. Les sanctions sont complètement diminuées. Vous pourrez aller vérifier, paragraphe 32 de la déclaration. Donc, on revient complètement sur ce qui a été dit l'année dernière, et je pourrais m'en expliquer plus avant, un peu après. On comprend bien que cette déclaration de New York, donc ce plan de reconnaissance de la Palestine, profite finalement à Israël, déresponsabilise totalement Israël, invisibilise tous les massacres, le génocide et toutes les avancées juridiques de la Cour internationale de justice, qui avait, on le rappelle, en janvier 2024, retenu un risque plausible de génocide. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même un consensus qui se dégage sur la reconnaissance d'un génocide à Gaza. Je rappelle que 86% des membres de l'Association internationale des spécialistes du génocide, qui regroupe 500 experts internationaux, affirment qu'Israël commet un génocide à Gaza. Et pourtant, la diplomatie française refuse encore de retenir cette qualification juridique. Donc la question, c'est de savoir pourquoi Israël voit dans la reconnaissance de la Palestine, selon les exigences et les conditions qui ont été posées par la conférence à New York, une trahison. Je vais peut-être poser la question à Benjamin et ensuite peut-être Raphaël, vous pourrez compléter. Je vais commencer peut-être par revenir pour dire mon approbation avec ce que vient de dire Raphaël. Pour moi, il est vrai que ce projet annoncé par Emmanuel Macron de reconnaissance est un leurre et c'est aussi un contre-feu. C'est un leurre pour les raisons qui ont été évoquées, à savoir qu'on présente cette action comme finalement quelque chose de bienveillant pour les Palestiniens, alors même qu'on nie, à travers les conditions qui sont proposées, le droit à l'autodétermination du peuple palestinien. C'est finalement une violation, d'une certaine manière, du droit international. Et c'est également un contre-feu parce que, comme l'a également rappelé Raphaël et comme vous venez de le rappeler, il y a un génocide qui continue à être commis à Gaza, qui est commis depuis de longs mois. Et la France, finalement, à travers cette action, entend se donner une belle image, joue les coqs, en laissant l'impression qu'en réalité, elle est en train de mener une action favorable au peuple palestinien, alors qu'elle invisibilise, à travers cette action, le génocide en cours. Alors, pour reposer peut-être un petit peu les bases, la France, comme l'ensemble des pays du monde d'ailleurs, et comme l'Union européenne, a une obligation centrale qui est prévue par la Convention de 1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide. Et c'est l'obligation justement de tout mettre en œuvre pour empêcher la commission d'un génocide dont elle a connaissance. Et la Cour internationale de justice, non seulement a, comme vous l'avez rappelé, établi l'existence d'un risque plausible de génocide dans la bande de Gaza, ça c'était le 26 janvier 2024, et quelques mois plus tard, le 30 avril 2024, elle a indiqué que cette obligation de prévention du crime de génocide s'appliquait à tous les États et qu'elle obligeait tous les États à mettre en œuvre tous les moyens dont ils ont à leur disposition raisonnablement pour s'opposer justement à la commission de ce crime de génocide. Quelles sont les mesures qui ont été prises? Qu'est-ce qui a été fait par les États justement pour prévenir ce risque de génocide? Là, on est en 2025. Rien. Précisément rien. Précisément rien. Et c'est précisément là que je voulais en venir. C'est que les deux questions que pose finalement cette décision rendue par la Cour internationale de justice, c'est est-ce que la France, et l'Union européenne aussi d'ailleurs, est-ce que la France a connaissance d'un risque plausible de génocide? Et là, on ne peut pas dire le contraire, évidemment, que la France a connaissance d'un risque plausible de génocide, puisque ça a été dit dès le 26 janvier 2024 par la Cour internationale de justice, et ça a été nourri ensuite par une convergence exceptionnelle de rapports internationaux venant d'ONG, venant de Francesca Albanese, venant de plein de sources différentes, et vous l'avez dit tout à l'heure d'ailleurs, une convergence exceptionnelle. Deuxième question, est-ce que la France a mis en œuvre tout ce qu'elle pouvait raisonnablement mettre en œuvre pour s'opposer à la commission de ce génocide?
Et là, la réponse est non, ne serait-ce que pour une raison, c'est que la France n'est même pas capable de dire qu'il y a génocide. On va rappeler qu'il y a quelques mois, Emmanuel Macron, qui était interviewé par TF1, me semble-t-il, a répondu à la question suivante: considérez-vous qu'il y a un génocide? Par la réponse suivante: ça c'est une question que je réserve aux historiens. À partir du moment où vous ne mentionnez même pas le fait qu'il y ait un génocide à Gaza, et à partir du moment où vous n'acceptez même pas de vous poser la question parce que vous la renvoyez au futur, comme si le génocide finalement ne concernait pas le présent, et bien nécessairement, vous ne pouvez pas prendre les mesures qui permettent de prévenir, d'empêcher la commission de ce crime de génocide. Et c'est la raison pour laquelle aucune mesure n'a été prise. Ce processus de reconnaissance de l'État palestinien ne peut pas être considéré comme une mesure faisant obstacle au génocide, ne serait-ce que parce que, comme l'a dit Raphaël, le mot génocide n'est même pas évoqué dans le cadre des pourparlers qui précèdent cette reconnaissance. Et par ailleurs, on pourrait s'interroger, est-ce que la France, par exemple, a pris des sanctions individuelles contre des dignitaires israéliens? Est-ce que, par exemple, la France considère que certains ministres qui tiennent des propos qui appellent ouvertement au nettoyage ethnique, je pense à Smotrich, je pense à d'autres ministres israéliens qui ont tenu des déclarations extrêmement précises et claires sur leur intention génocidaire, est-ce que la France a pris des mesures contre eux? Aucune. Est-ce que la France a pris des mesures économiques? Aucune. Est-ce que la France a pris des mesures financières? Aucune. Est-ce que la France? En fait, on ne coche que des noms. On ne coche que des noms à chaque fois qu'on se pose cette question-là. Donc la France ne respecte pas son obligation de prévention du crime de génocide. Et c'est la raison pour laquelle, avec notre association Jordi, nous venons justement d'assigner l'État français devant le tribunal administratif de Paris, de sorte à ce qu'il soit condamné pour précisément ne pas avoir pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir ce crime de génocide. Et nous espérons que d'ici quelques mois, voire quelques semaines, le tribunal administratif de Paris condamnera l'État français pour cette raison-là. Nous attendons cette décision avec impatience, Benjamin Fiorini. Raphaël Maison, vous avez réagi lorsque je posais la question de savoir quelles étaient les mesures prises par la France, justement, pour prévenir ce risque de génocide. Comment déjà expliquer que la France, en tout cas d'Emmanuel Macron, soit encore fébrile avec l'idée de retenir cette qualification juridique de génocide? Je crois tout simplement que parce que, comme Benjamin Fiorini vient de le rappeler, retenir le terme de génocide ou même risque de génocide engage l'État, oblige l'État, et tous les États sont d'ailleurs obligés, puisque la Cour a affirmé qu'il y avait un risque de génocide. Et maintenant, tout le monde sait qu'il y a un génocide à Gaza. Donc ça oblige tous les États partis à la Convention sur le génocide à prendre un certain nombre de mesures pour le prévenir ou pour ne pas s'en rendre complice. Je crois que là, on est en présence d'un génocide commis évidemment par Israël, mais soutenu par ses alliés. Certains de ses alliés sont directement impliqués. Je pense évidemment à son principal allié, les États-Unis, parce que tout le monde sait que sans les États-Unis, Israël aurait déjà perdu. Sans la fourniture des armes américaines, sans l'assistance technologique américaine, sans la protection du territoire israélien par les États-Unis, je dirais que le combat serait déjà terminé, puisqu'Israël a quand même du mal à réduire les groupes palestiniens combattants à Gaza. Donc tout le monde sait que sans l'aide des États-Unis, ce génocide ne peut pas être perpétré, et Trump a fait des déclarations de nature génocidaire. Donc personnellement, j'estime que les États-Unis sont co-auteurs de ce génocide. Mais d'autres États européens sont très largement impliqués, bien sûr l'Allemagne, qui a largement continué à fournir des armes à Israël. Je pense aussi au Royaume-Uni. Bon, on a parlé de la France, mais il faut aussi évoquer le Royaume-Uni. Vous avez un journaliste, Matt Kernard, un journaliste indépendant qui analyse la manière dont les avions militaires du britanniques ont surveillé la bande de Gaza en délivrant des informations cruciales à l'armée israélienne. Tout ça, je dirais que c'est une participation quasiment directe au génocide, de surveiller militairement, de survoler un territoire qui n'est pas celui d'Israël, rappelons-le, et de livrer des informations à l'armée israélienne. Donc vous avez une implication majeure
majeur de l'Occident dans ces événements. C'est bien sûr ça qui rend les choses extrêmement complexes. Et puis, vous avez évidemment aussi, je dirais, une espèce d'apathie, voire plus, des États proches qui, bon, à part le Yémen et éventuellement l'Iran et certains groupes combattants comme le Hezbollah, sont restés complètement inertes alors qu'ils sont à la frontière, parce que ce sont des gouvernements sous contrôle occidental. Donc, qui a réagi finalement ? Il faut quand même rendre hommage à ceux qui ont réagi, c'est-à-dire l'Afrique du Sud. En portant cette affaire devant la Cour internationale de justice, elle a pris beaucoup de risques, elle a subi beaucoup de pression, elle en subit toujours. Le Nicaragua qui a porté l'affaire contre l'Allemagne. Donc ça, c'est des moyens de prévenir le génocide que d'essayer de saisir la justice. Et puis certains États du Sud, comme la Colombie, vous avez vu qu'il y a une conférence qui a été organisée à Bogota, les États du groupe de La Haye qui ont affirmé qu'ils respecteraient les obligations posées en septembre 2024 et les obligations rappelées par la Cour s'agissant du génocide à l'hiver et au printemps 2024. Bon, ils sont 9, 10, 15 États pour le moment, mais tout l'enjeu, si vous voulez, tout l'enjeu de ce qui va se passer à New York, c'est est-ce que l'Assemblée générale... on sait que le Conseil de sécurité, parce que l'urgence évidemment maintenant, c'est d'arrêter ce génocide. Bien avant même, l'urgence, c'est plutôt d'arrêter le génocide que de reconnaître un État palestinien. C'est-à-dire là, si on ne fait rien... Combien de Palestiniens vont mourir encore dans cette lente torture ? Donc l'urgence, c'est de faire cesser. Et c'est pas très compliqué de faire cesser. Enfin, je veux dire, techniquement, il faut contraindre Israël. Il faut forcer le blocus de Gaza. Donc là, les États doivent s'organiser pour forcer militairement le blocus de Gaza, c'est-à-dire pour mettre fin à la famine. Mais ça ne veut pas dire que ça mettrait fin au génocide. Déjà, ça allégerait la souffrance des populations si on avait la possibilité de délivrer normalement de l'aide humanitaire et pas par une société de mercenaires. Au génocide, est-ce qu'on doit envoyer des casques bleus ? Oui, c'est d'ailleurs dans la déclaration de New York, les États envisagent une mission internationale d'assistance. Mais une fois qu'il y aura un cessez-le-feu et cet accord de paix étrange, enfin ce prolongement d'Oslo qui est prévu, ça veut bien dire que l'Assemblée générale, même si le document ne parle pas de l'Assemblée générale, mais on sait que le Conseil de sécurité est bloqué, sinon ça fait bien longtemps que ça serait terminé. Mais l'Assemblée générale a un pouvoir lorsque le Conseil de sécurité est bloqué, on a des précédents. L'Assemblée générale pourrait mettre sur pied une opération de maintien de la paix visant à forcer le blocus humanitaire. Certains le proposent, Francesca Albanese l'a proposé, le juriste Craig Mokhiber le propose, visant à forcer le passage de l'aide humanitaire comme première étape. Bien sûr, ce n'est qu'une première étape, mais face à la famine, ce serait déjà important. Forcer le passage de l'aide humanitaire et la délivrance de cette aide par des moyens légaux, pas par le moyen de sociétés de mercenaires. Ça, c'est l'urgence, c'est ce à quoi devrait réfléchir l'Assemblée générale, plutôt qu'un vague plan de paix qui ne sera jamais de toute façon accepté par Israël, puisque vous avez demandé tout à l'heure pourquoi Israël n'est pas satisfait. Bien parce qu'Israël veut annexer. C'est clair, Israël veut annexer l'ensemble du territoire palestinien. Et si possible, soit exterminer une grande partie des Palestiniens, soit les forcer à l'exil. Emmanuel Macron parle d'exode, mais ce n'est pas un exode, ce serait une déportation forcée, si vous voulez. Donc ça, c'est l'objectif d'Israël. Dès lors qu'on ne répond pas, qu'on ne satisfait pas à ses aspirations, bien sûr, Israël n'est pas satisfait. Et la déclaration de New York ne peut pas répondre à cela. Donc pour moi, l'urgence, ce serait que l'Assemblée générale, avec le groupe de La Haye, les États mobilisés pour respecter le droit international, fassent plutôt avancer l'idée, mais il faut le faire très rapidement, car dans quelques mois, tout le monde sera peut-être mort à Gaza. Faire avancer l'idée de forcer ce blocus. Les camions sont à la frontière. Israël n'est pas un État si puissant que cela. Si certains États s'engagent militairement, c'est de manière limitée, pour juste forcer le blocus de Gaza, eh bien, on pourrait avoir déjà une sorte de soulagement de la population de Gaza. C'est ce à quoi les États devraient s'engager à réfléchir très rapidement. Et par ailleurs, plutôt que de reconnaître une Palestine complètement diminuée, je pense que les États devraient, comme ils l'avaient fait s'agissant de l'Afrique du Sud, à l'Assemblée générale, réfléchir à exclure Israël des travaux de l'Assemblée générale. Israël est en violation, en mépris total de ses obligations internationales, qu'elles soient s'agissant du droit du recours à la force, du respect du droit à l'autodétermination, du droit humanitaire. C'est
c'est vraiment un mépris total. C'est d'ailleurs ce qu'a dit l'Assemblée générale l'année dernière, mais mépris total de ses obligations internationales. Eh bien, il faut envisager de l'exclure des travaux de l'Assemblée générale et pas de reconnaître un État fantoche qui ne sera que le prolongement de ce qui a déjà complètement échoué à Oslo. En tout cas, pour le moment, Israël n'est pas du tout exclu. C'est même pas, je crois, ne serait-ce une idée. Si, parce que dans la déclaration de l'Organisation de la coopération islamique du 25 août 2025, nous avons un petit paragraphe qui avance l'idée d'exclure Israël des travaux de l'Assemblée générale. Donc il y a quand même un certain nombre d'États qui doivent promouvoir cette idée. Et surtout, le vrai problème, c'est que si cette déclaration de New York est avalisée par l'Assemblée générale, eh bien, on ne pourra presque plus s'appuyer sur le droit qui a été confirmé l'année dernière. C'est-à-dire, on pourra encore évoquer évidemment les ordonnances de la Cour, l'avis de la Cour, mais l'avis de la Cour du 19 juillet 2024 aura en quelque sorte été supplanté par les nouveaux principes, les nouvelles directions données dans le cadre de l'organe plénier de l'Organisation des Nations Unies. C'est ça qui est extrêmement dangereux. Je suis très inquiète et j'espère que tout le monde... je pense qu'il faut alerter les États, les gouvernements, pour qu'ils ne se rallient pas à cette déclaration et qu'ils réfléchissent plutôt à forcer le blocus de Gaza, exclure Israël des travaux de l'Assemblée générale. Alors on a beaucoup de chance d'être en présence de deux brillants juristes. Donc je vous pose la question, quelles sont les exigences juridiques et peut-être même morales que doit respecter la reconnaissance d'un État palestinien? Benjamin Fiorini. Alors, juste là encore, je me permets simplement de rebondir sur, de rebondir sur des choses qui ont été dites par Raphaël Maison, qui a évoqué notamment la question humanitaire. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'obligation de prévention du génocide qui pesait sur la France et l'Union européenne, mais il faut savoir qu'il y a également une obligation qui pèse sur la France et l'Union européenne, qui est une obligation de faire respecter le droit humanitaire. C'est-à-dire que si la France et l'Union européenne constatent, et elles ne peuvent que constater, le fait que le droit humanitaire le plus basique est grossièrement foulé aux pieds dans la bande de Gaza actuellement par l'État d'Israël, ces pays, ou l'Union européenne, cette organisation, doivent agir, doivent mettre tous les moyens dont elles ont à disposition pour faire en sorte que ce droit humanitaire finalement soit respecté. Et ça peut passer par un certain nombre de mesures qui ont été évoquées par Raphaël Maison. Or, ce que l'on constate au niveau de notre association, c'est justement que la France et l'Union européenne n'ont rien fait, de la même manière qu'elles n'ont rien fait pour empêcher la commission d'un génocide, elles n'ont rien fait pour pour faire en sorte, que le droit humanitaire soit respecté dans la bande de Gaza, si ce n'est des initiatives totalement chaotiques, comme par exemple le largage de colis humanitaires au-dessus de la bande de Gaza, dont on sait qu'ils sont en réalité très inefficaces et très dangereux. Il y a d'ailleurs des vidéos qui montrent des personnes qui se font écraser par les colis qui sont largués dans la bande de Gaza. Donc là, il y a quand même une exigence à avoir, c'est-à-dire que ces obligations-là, ce sont véritablement des obligations juridiques contraignantes. De la même manière, il y a des obligations qui sont rattachables à l'obligation de prévention du génocide, comme par exemple une obligation très basique qui consiste à ne pas continuer à livrer des armes à un État qui potentiellement va les utiliser pour commettre des crimes internationaux, que ce soit d'ailleurs un génocide ou des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre. Est-ce que la France et l'Union européenne ont été capables de simplement cela, c'est-à-dire faire en sorte de stopper les livraisons d'armes vers un État dont tout le monde sait qu'il est en train de commettre des crimes internationaux? Eh bien non. En France, par exemple, on a eu des affaires très récentes où on s'est aperçu que dans le port de Fos-sur-Mer ou qu'à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, on avait des armes ou des composantes d'armes qui transitaient vers Israël et les pouvoirs publics n'ont pas réagi. Il a fallu que ce soit des militants sur le terrain, par exemple des dockers de la CGT, qui réagissent pour faire en sorte que les conteneurs ne soient pas chargés dans les navires qui étaient sur le point de les affréter vers l'État d'Israël. Donc là, ne serait-ce qu'au niveau de la France, on ne respecte pas cette obligation de ne pas fournir des armes ou des composants d'armes à un État qui commet des crimes internationaux. Et au niveau de l'Union européenne, c'est exactement la même chose. Alors, de cela, il résulte que non seulement, je disais au niveau de notre association, nous avons assigné la France devant le tribunal administratif par rapport à sa violation de l'obligation de prévention du génocide. Et de la même façon, le 17 juillet dernier, nous avons introduit ce qu'on appelle un recours en carence
devant la Cour de justice de l'Union européenne contre la Commission européenne et contre le Conseil de l'Union européenne pour justement dénoncer le fait qu'ils n'ont pas respecté leurs obligations en la matière et faire en sorte que la Cour de justice de l'Union européenne constate cette carence et oblige ces deux institutions à prendre des mesures pour, 1, prévenir le génocide en cours à Gaza, et 2, faire en sorte que le droit international humanitaire soit respecté. Ça fait, je vous disais, depuis le 17 juillet que le dossier est entre les mains de la Cour de justice de l'Union européenne. Il y a une double procédure, une procédure d'urgence où on demande que des mesures soient prises urgemment, et une procédure un peu plus longue où on demande à ce que ces deux institutions dont je vous parlais, la Commission européenne et le Conseil de l'Union européenne, soient condamnées. Et on espère, pour le premier volet, avoir les résultats très prochainement. Pour bien comprendre comment le tribunal administratif pourrait contraindre un État, l'État français, à répondre à ses engagements en matière de prévention du génocide. Premièrement, en constatant effectivement l'existence de ces obligations que je mentionnais tout à l'heure, en les comparant avec les mesures prises concrètement par la France pour mettre en œuvre ces obligations, en constatant que ces obligations ne sont pas respectées, et partant de ce constat, en condamnant la France à mettre en œuvre justement toutes les mesures suffisantes pour prévenir le crime de génocide, sous une peine d'astreinte, c'est-à-dire que par jour de retard dans la mise en œuvre de ces obligations, l'État français serait condamné à verser une somme que nous avons demandé, une somme de 10 000 € par jour pour mettre en œuvre cette obligation. J'espère que cette amende sera suffisamment dissuasive pour l'État français. Raphaël Maison, vous vouliez Oui, je voulais ajouter un point sur les mesures qu'aurait pu prendre la France. Alors c'est un point un peu délicat, mais d'après les informations qui m'ont été données par certaines associations, nous avons à l'heure actuelle 4000, je crois, binationaux qui servent dans l'armée israélienne. Donc là aussi, si vous voulez, l'année dernière, dans sa résolution de septembre 2024, l'Assemblée générale a évoqué ce point en disant que les États devaient prendre, je cite, le paragraphe 5 de la résolution petit c, prendre des sanctions, notamment des mesures d'interdiction de voyager et de gel des avoirs contre les personnes physiques et morales qui participent au maintien de la présence illicite d'Israël dans le territoire palestinien occupé. Donc la France doit finalement interdire à ces personnes de participer à une occupation illicite ou à un génocide à Gaza. Et vous avez vu qu'on a déjà certaines actions qui ont été introduites contre des personnes françaises qui ont œuvré, semble-t-il, à Gaza, notamment des snipers. Le juge pénal a été saisi. Donc la France, alors c'est évidemment une question très délicate, mais c'est tout à fait envisageable et la France pourrait tout à fait interdire à ses ressortissants de voyager dans le cadre de leur contribution à l'action de l'armée israélienne. C'est un point qu'il va falloir évoquer un jour ou l'autre. Et les condamner pénalement ? C'est possible. Alors là, bien sûr, il faut montrer qu'ils ont... Des binationaux franco-israéliens qui ont participé activement au massacre. Il faut montrer qu'ils ont commis des crimes, bien entendu. Bon, ils s'en vantent sur les réseaux sociaux. Je pense que les preuves ne sont pas très difficiles à recueillir. Ceux qui s'en vantent ou ceux contre lesquels on a des preuves, pourront éventuellement être condamnés si les enquêtes avancent. Bien sûr, on ne peut pas, assimiler tous ceux qui participent nécessairement à des criminels. Il va falloir montrer leur engagement dans les crimes commis. Je voudrais quand même réagir à ce que vous demandiez, la question que vous posiez tout à l'heure, sur les exigences de la reconnaissance. Finalement, la reconnaissance, c'est pas un point très, 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 très important, finalement, parce que, si vous voulez, comme vous l'avez dit, il y a déjà 148 États qui reconnaissent la Palestine. Ça n'a pas beaucoup favorisé la situation des Palestiniens, même si c'était quelque chose d'important. Les États du G7 qui reconnaîtraient l'État de Palestine, est-ce que ça n'aurait pas une dimension plus que symbolique, vraiment ça dépend de quel État on reconnaît, comme on l'a vu. Ça dépend si c'est un État complètement diminué. Ça va pas nécessairement servir à grand-chose. Donc je crois que la solution, et c'est comme ça que l'a présenté la Cour internationale de justice dans son avis historique du 19 juillet 2024, la solution doit être centrée autour du principe fondamental du droit du peuple palestinien à disposer de lui-même. Une norme impérative du droit international, nous dit la Cour. Qu'est-ce que ça veut dire, norme impérative ? Ça veut dire une norme qui n'est
n'est pas à disposition. C'est un droit inaliénable, nous a dit la Cour l'année dernière. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, par une négociation ou par un accord, renoncer à ce droit fondamental à l'autodétermination. C'est bien ce qui est proposé en un sens ici, le renoncement à une autodétermination réelle, c'est-à-dire une autodétermination politique, permettant d'exercer des pouvoirs économiques comme on le souhaite, et d'avoir la souveraineté sur ses ressources naturelles. Évidemment, la question des ressources naturelles est extrêmement importante dans ce conflit, puisqu'on a des ressources gazières au large de Gaza qui intéressent certainement beaucoup de personnes. Donc, il ne faut pas éluder non plus la dimension économique. Donc, la solution doit être trouvée autour de ce principe fondamental de l'autodétermination du peuple palestinien. Et pour qu'elle puisse s'exprimer, cette autodétermination, eh bien, tous les mouvements palestiniens doivent pouvoir participer au processus. On ne peut pas exclure un tel ou un tel parce qu'il ne convient pas à l'Occident. Et d'autre part, pour que cette autodétermination puisse s'exprimer, il faut mettre un terme à l'occupation. Et c'est ce que prévoyait la résolution de l'Assemblée générale l'année dernière suite à l'avis de la Cour. Imposer le retrait du territoire occupé à Israël. Que nous disait l'année dernière la résolution historique qui risque d'être enterrée bientôt. Cette résolution historique nous disait Israël viole des normes fondamentales. La conséquence, c'est qu'Israël doit se retirer du territoire palestinien occupé dans le délai d'1 an. C'est maintenant 1 an. Bon, bien sûr, on imaginait bien qu'Israël ne se retirerait pas spontanément. Mais Israël doit aussi démanteler le régime d'apartheid, réparer les dommages causés par l'occupation depuis 1967, évacuer les colons. Voilà ce que disait la résolution de 2024, qui ne parlait pas spécifiquement du génocide de Gaza. Et à cette fin, l'Assemblée générale exigeait des États partis, des États membres de l'ONU, qu'ils adoptent des mesures restrictives, des mesures de type sanctions contre Israël, dont on imaginait bien qu'ils n'allaient pas le faire, je dirais, spontanément. C'est ces sanctions qui n'ont pas été prises, sauf par les quelques États du Sud que j'ai évoqués tout à l'heure. Donc là, on n'est plus du tout dans cette exigence de sanctions dans la déclaration de New York. Il n'est même quasiment plus question de la responsabilité d'Israël. Vous voyez l'écart absolument énorme. Je me demande comment l'Assemblée générale va pouvoir supporter cet écart abyssal entre ce qui a été dit l'année dernière et ce qui pourrait être dit cette année. Benjamin Froiani. Oui, alors pour poursuivre cette idée selon laquelle il faudrait faire en sorte de mettre un terme non seulement au génocide, mais aussi plus largement à la colonisation. Il faut insister sur un point, c'est que les États ont leur part de responsabilité, mais il y a aussi les entreprises qui ont leur part de responsabilité. On en parle assez peu, alors que c'est un enjeu fondamental. Je pense, alors on pourra en citer plusieurs, mais je pense par exemple à des entreprises comme Airbnb, comme Booking, qui vont louer des logements qui ont été finalement volés de manière totalement illégale à des Palestiniens, logements qui sont exploités par des Israéliens, et qui vont finalement louer ces logements sans difficulté lorsque vous vous connectez à Airbnb ou à Booking. Ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable parce que la colonisation étant illégale, la location de logements dans les colonies illégales est par définition également illégale. Vous voyez ? Et là, il y a des actions aussi judiciaires à envisager. Il y a des actions pénales, parce que finalement, quand vous profitez illégalement d'une colonisation illégale, ça peut être qualifiable pénalement, c'est-à-dire qu'il y a la qualification, par exemple, de blanchiment qui peut exister, il y a la qualification de recel qui peut exister, et typiquement, ce sont des qualifications qui ont déjà été mobilisées par des associations de juristes, par exemple aux Pays-Bas, pour justement attaquer Booking et Airbnb, voire TripAdvisor. Et il y a également la justice civile qui peut être mobilisée, parce que les contrats qui ont lieu, les contrats de location qui ont lieu, sont des contrats illégaux. Et au niveau de notre association, justement, Jourdi, on prépare une action au civil devant les juridictions françaises contre Booking et Airbnb. Donc il y a véritablement cette question aussi des entreprises privées qu'il faut avoir à l'esprit quand on parle de colonisation. Et un autre exemple qu'on pourrait mentionner, c'est le cas de BNP Paribas. On sait que BNP Paribas a par exemple garanti une souscription du gouvernement israélien à hauteur de 8 milliards, ce qui est énorme, sans avoir un plan de vigilance, ce qu'on appelle un plan de vigilance en droit, permettant à BNP Paribas
de s'assurer que ces 8 milliards ne seront pas utilisés de près ou de loin dans la commission de crimes internationaux ou dans une entreprise de colonisation. On sait également que BNP Paribas soutient une entreprise qui s'appelle Elbit Systems, qui est un des principaux pourvoyeurs d'armement de l'armée israélienne. Et dans le plan de vigilance de BNP Paribas, curieusement, ce soutien n'apparaît pas. Donc ça pose problème. C'est quelque chose qui, du côté de BNP Paribas, relève finalement d'une forme d'aveuglement volontaire qui pourrait conduire à une forme de complicité. Donc il faut avoir cet élément en tête. Il y a la responsabilité des États d'un côté et il y a la responsabilité des entreprises privées de l'autre. Et ce sont deux responsabilités qui finalement sont aussi connectées parce que les États ont aussi l'obligation de s'assurer que leurs entreprises privées, leurs acteurs privés, ceux qui ont leur siège sur leur territoire, ne concourent pas de près ou de loin à la commission de crimes internationaux ou à la colonisation illégale. Beaucoup de travail qui attend l'association Jurdi, l'association des juristes pour le respect du droit international, et que je vous invite vraiment à soutenir. Allez sur le site Jurdi. Je vous rappelle quand même que vous êtes, cette association rassemble des avocats, des magistrats, des professeurs, des experts, des juristes en droit international, et vous faites ça de manière bénévole. Donc je crois que pour ceux qui sont un peu timides quand il s'agit de condamner les exactions, les massacres et le génocide d'Israël de manière publique, vous pouvez au moins, de manière plus individuelle et privée, soutenir financièrement une association comme Jurdi. Raphaël Maison, vous vouliez ajouter un point? Je voulais juste ajouter le fait que, s'agissant du profit qui est tiré soit de la colonisation, soit même du génocide, nous avons un rapport de la rapporteuse spéciale de l'ONU, Francesca Albanese, sur les entreprises, le profit tiré par les entreprises du génocide de Gaza. Donc là, j'invite à lire, votre public à lire ce rapport et aussi à considérer avec une extrême bienveillance le travail de Francesca Albanese qui fait l'objet d'attaques très virulentes, ce qui est parfaitement injuste. Donc je voulais signaler évidemment ce rapport. La question économique, c'est évidemment pas seulement celle de ces entreprises qui je dirais, prospèrent sur la colonisation, mais c'est aussi celle de l'exploitation des ressources naturelles qui sont celles du peuple palestinien. Puisque dans le droit du peuple à disposer d'eux-mêmes, il y a ce principe de souveraineté permanente sur les ressources naturelles. Aucun peuple ne peut être privé de ses moyens de subsistance et de sa souveraineté sur ses ressources naturelles. Évidemment, au regard des gisements de gaz qui ont été découverts, je crois, au large de Gaza, ça joue certainement un rôle important aussi, de même que tout ce qui est industrie militaire, industrie sécuritaire, de même que la fondation des mercenaires qui sont très bien rémunérés. Il y a toute une industrie qui prospère sur le génocide et sur les résultats du génocide. Donc ça, évidemment, il ne faut pas l'oublier. D'ailleurs, je signale que cet été, un accord a été conclu entre Israël et l'Égypte sur l'exploitation du gaz. Donc, vous avez ces enjeux économiques qui sont extrêmement prégnants, d'autant plus que je pense que, alors là, je m'avance un petit peu, c'est pas vraiment mon sujet, mais je pense qu'un certain nombre, l'apathie d'un certain nombre ou la complicité d'un certain nombre de régimes arabes est aussi liée au fait qu'ils sont contraints économiquement, notamment par une dette qui est probablement colossale. Mais je ne veux pas trop m'avancer car je ne suis pas spécialiste du sujet. Donc les enjeux économiques sous-jacents, je veux dire pas simplement micro de telle ou telle entreprise Airbnb, mais les enjeux économiques macro sous-jacents sont extrêmement importants. Il s'agit d'une question d'impérialisme, clairement, pas seulement de colonialisme, mais d'impérialisme dans cette région où, même si Emmanuel Macron nous dit qu'il faudrait tirer une victoire politique des gains militaires obtenus sur le terrain par Israël, enfin, c'est quand même absolument incroyable. C'est-à-dire cette région, évidemment, est une région centrale d'un point de vue économique et du point de vue des ressources exigées par le fonctionnement de l'industrie, enfin, je veux dire, du système capitaliste.
Et qu'est-ce que vous pensez de la voie que semble choisir la Belgique, qui a indiqué aussi le 2 septembre dernier qu'elle allait reconnaître l'État de Palestine sous conditions que nous connaissons bien maintenant, mais appelle également à des sanctions contre Israël? Oui, ça va un petit peu plus loin que la position française, mais dans la déclaration que j'ai entendue du responsable belge, il s'agit quand même, attention, on ne veut pas que cette reconnaissance puisse être considérée comme un gain pour le Hamas, donc il faut désarmer le Hamas, il faut l'empêcher de participer. Mais enfin, le désarmement du Hamas, ou comme le dit Emmanuel Macron, l'éradication du Hamas, c'est l'objectif de guerre d'Israël. Donc on s'associe à cet objectif, alors que les cessez-le-feu qui ont été promus, le cessez-le-feu qui vient encore d'être refusé par Israël il y a quelques jours et qui a accepté le Hamas, c'est un accord entre des partenaires. Il ne s'agit pas d'éradiquer l'un d'entre eux, il s'agit d'aboutir à un accord avec des concessions réciproques. Donc je suis quand même surprise que les États occidentaux, notamment dans l'appel de New York, envisagent le règlement de la guerre à Gaza, la guerre entre guillemets, sur la base de la reconnaissance pure et simple des exigences d'Israël. On va devoir conclure. Si la France et l'Arabie saoudite parvenaient à rallier l'Assemblée générale à cette déclaration de New York qu'on a revue ensemble vraiment dans les détails. On a vu à quel point cette déclaration était problématique au regard du droit international. Quel recours pourrions-nous disposer? Quand je dis nous, je ne sais pas, nous en tant que justiciables ou d'autres États, est-ce qu'on pourrait finalement s'opposer à une reconnaissance d'un État palestinien sur la base d'une déclaration qui fait fi du droit international? Ou ça serait compliqué de revenir en arrière? Je pense que ça serait très compliqué si l'Assemblée générale pose ses principes de règlement, entre guillemets, de la question de Palestine, c'est comme ça que c'est présenté, si ces principes sont adoptés par l'Assemblée générale, c'est un véritable problème, puisqu'on sera dans le même logique que les accords d'Oslo, c'est-à-dire qu'on va promouvoir des accords finalement de soumission du peuple palestinien, et qu'ensuite il sera très difficile pour les juristes d'invoquer l'avis de la Cour et les ordonnances de la Cour sur le génocide, puisqu'on pourra nous dire, oui mais regardez, l'Assemblée générale, tous les États du monde ont accepté ces principes de règlement, sauf bien sûr l'ensemble des Palestiniens. L'autorité palestinienne est d'accord, elle a été un petit peu forcée à accepter certaines garanties, mais l'ensemble des Palestiniens n'a pas été consulté, bien sûr. Mais si tous les États se rallient à cette déclaration, ça va être vraiment assez compliqué pour nous. On pourra rappeler l'avis de la Cour, on pourra rappeler les principes de droit, mais on nous répondra, ben oui, mais pour la paix, et par réalisme, il faut enterrer le génocide, il faut laisser les gens sous les décombres, il faut s'asseoir sur tout ce qui s'est passé à Gaza, et puis il faut accepter, pas l'annexion, mais il faut accepter la création d'un État complètement diminué, avec une population qui sera captive. Benjamin Fiorini. Je partage totalement les conclusions de Raphaël Maison sur ce point. Je pense effectivement que ça créerait finalement une sorte de précédent qui serait très difficile à inverser, y compris d'un point de vue juridique. Je pense que dans une telle situation, la seule façon de l'inverser serait finalement une mutation assez globale du contexte géopolitique qui inciterait finalement les États à s'accorder sur une autre manière de fonctionner, mais c'est pas demain la veille. Merci. On va devoir conclure, malheureusement. C'était une discussion très passionnante. Merci infiniment pour vos précieux éclairages. Raphaël Maison, je rappelle que vous êtes agrégé des facultés de droit, professeur de droit international public à l'Université Paris-Saclay. Vous avez signé une série d'articles passionnants à retrouver sur le site Orient 21. À New York, la subversion du droit international, c'est celui que nous venons d'explorer ensemble. On vous recommande également Gaza, génocide et droit des peuples, publié par la revue belge de droit international, entre autres publications. Benjamin Fiorini, vous êtes secrétaire général de l'association Jurdi, juriste pour le respect du droit international. Cette association qui vient d'assigner la France devant le tribunal administratif pour qu'elle réponde de ces manquements en matière de prévention du génocide, une action à soutenir. Vous êtes maître de conférences en droit pénal et directeur de l'Institut d'études judiciaires de l'Université Paris 8. Vous avez signé au mois d'août un article intitulé « Génocide à Gaza, le mot juste » dans la revue École
émancipée. Et merci à vous d'avoir regardé le média sur la chaîne YouTube du Média, sur notre site internet ou encore sur le canal 165 de la Freebox. On rappelle que le Média, votre média, ne vit que des abonnements et de dons des celles et ceux qui l'aiment. Si vous le pouvez, aller sur lemediatv.fr/soutien et donnez-vous de la force. Restez connectés aux médias.